Alors toutes les opérations qu'on vient de voir sur le module bibliothèque peuvent a priori sembler un petit peu démotivantes parce qu'on n'a aucune action sur la photo elle-même, on ne voit pas de différence sur les images alors qu'on peut avoir hâte de voir ce qu'on peut tirer des photos qu'on a prises et qu'on vient d'importer. C'est un piège parce que si on ne passe pas le temps nécessaire à chaque importation de faire ce petit travail, on va dire, un petit peu administratif, on va le regretter par la suite. Tout simplement parce que plus on va avoir de photos sur le disque dur, plus le temps va passer et on ne saura plus forcément à quel endroit on a rangé telle ou telle photo dans nos différents répertoires du disque, et plus on va avoir du mal, en fin de compte, à retrouver la photo que l'on recherche ou les photos correspondant à une thématique que l'on recherche et dont on a besoin. Donc c'est un piège de ne pas le faire, c'est un piège de vouloir aller trop vite, et je sais de quoi je parle parce que je suis toujours impatient, et quand j'ai pris en main Lightroom, j'ai totalement omis ce module bibliothèque, et je le regrette vraiment très sincèrement parce que maintenant il faut que je m'y mette moi aussi. Donc la partie suivante, celle qui va nous concerner dans cette nouvelle séquence, ça va être le module développement, c'est-à-dire la partie où on va réellement agir sur les photos, en gardant bien à l'idée que toutes ces actions que l'on va avoir sont des actions totalement réversibles, qu'elles n'affectent en rien le fichier d'origine, et que donc on peut laisser aller son imagination, ses envies, sa créativité, en se disant que de toute façon, on pourra toujours avoir plusieurs versions de sa photo, revenir en arrière et retrouver toutes les indications de départ. Donc nous voilà dans le module développement avec une interface qu'on va commencer par décrire rapidement parce que vous voyez que cette interface a changé. Ce n'est plus la même. Déjà, l'affichage des photos auxquelles on avait accès précédemment avec l'icône grille, eh bien, cette grille a disparu, on n'a plus que l'affichage en plein écran, en tout cas dans le volet central, ce qui se justifie par le fait qu'on va avoir besoin de voir le plus largement possible les effets de nos réglages sur la photo. Et donc plus l'affichage sera grand, raison pour laquelle, je vais vous rappeler, moi j'enlève ce volet gauche, plus ce sera facile de juger de ce qu'on fait. Donc avant de l'enlever à nouveau, on va voir les différents volets. Donc l'accès aux différentes photos que l'on a dans notre catalogue se fait maintenant uniquement par le film. Film que l'on peut également rétracter de façon à avoir là aussi une image plus grande. On a dans notre volet gauche un certain nombre d'outils nouveaux et un certain nombre d'outils qu'on avait avant. L'outil précédemment vu dans la bibliothèque de navigation, avec sa possibilité de zoom, etc., est toujours présent. On va ensuite avoir un outil qui s'appelle paramètres prédéfinis. Les paramètres prédéfinis, ce sont des réglages qui sont soit proposés dès le début de l'installation de Lightroom par le logiciel lui-même, soit que vous aurez créé vous-même et que vous voudrez retrouver quand vous aurez une succession de réglages qui seront identiques. Vous voyez par exemple, on va pouvoir gérer la couleur, et dans la couleur, on a un certain nombre de paramètres. Chaque fois que je passe sur l'image, sur le nom du paramètre, je vois mon image, vous voyez, qui change à côté. Je peux créer des effets. Tout ça, ce sont des effets qui vous sont prédéfinis. Voilà. En noir et blanc également, on peut avoir différents effets qui vous sont proposés. Bon, personnellement, moi je ne les utilise pas, tout simplement parce que je préfère faire mes réglages au fur et à mesure et ça ne me gêne absolument pas de passer un petit peu de temps là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc vous pouvez, on verra ça plus tard, créer vos propres paramètres prédéfinis en sauvegardant tout simplement votre historique ou une partie de l'historique.
Et vous pouvez dans ce sous-menu-là importer aussi des paramètres prédéfinis que vous achetez sur Internet. On en voit fleurir régulièrement. J'en ai acheté une fois parce qu'elles étaient en option et je voulais voir un peu ce que c'était. Je ne m'en suis jamais servi. Vient ensuite un menu qui ne se déroule pas ici parce que je n'en ai pas encore sauvegardé, qui s'appelle les instantanés. Les instantanés, c'est une sauvegarde de morceaux d'historique que vous aurez choisi de garder parce que ça vous permet de garder des versions, par exemple, d'une photo à différents stades. Et puisque je parle de l'historique, on arrive ici à l'historique. L'historique, c'est une mémoire de toutes les actions que l'on aura apportées à l'image au fur et à mesure de notre travail sur ce fichier. Donc ici, vous m'avez vu essayer des paramètres prédéfinis, donc vous les retrouvez ici, à chaque fois. Vous voyez, hop, tous ceux sur lesquels j'ai cliqué, pas ceux sur lesquels je suis simplement passé, mais ceux sur lesquels j'ai cliqué, on les retrouve directement ici. Et je peux donc soit reprendre ici, soit revenir au niveau de l'importation de la photo, et vous allez voir que si, je vais rapidement de l'autre côté, si je change un paramètre, ce paramètre exposition s'est trouvé ajouté à mon historique en remplacement de ceux qui étaient derrière puisque j'ai choisi de repartir de l'importation. Je peux aussi réinitialiser ma photo avec ce bouton ici. On y reviendra à plusieurs fois. Dernier menu, vous le connaissez déjà, c'est le menu des collections. Et puisque je vais vouloir travailler sur une première photo issue de la collection Sicile, je vais appuyer sur la Sicile. Je vois apparaître ici mes 3 photos auxquelles j'avais attribué un mot-clé Sicile et qui avaient été mises automatiquement dans ma collection dynamique. Et donc je vais choisir de travailler par exemple sur celle-ci. Pour ce qui est de la présentation, de la visualisation plutôt de l'image. Par défaut, je vais garder maintenant mon écran en grand, par défaut, j'ai une visualisation de la photo sélectionnée. Mais quand je vais commencer mes travaux de modification, je peux avoir envie soit de développer cette photo par rapport à une autre photo que j'aurais choisie ou que j'aurais déjà développée, auquel cas, ici dans ce menu, je vais avoir la possibilité de créer 2 images, une où je glisserai, bon, j'en ai pas ici, mais je glisserai ma photo similaire au-dessus et je pourrai comparer ce que je fais dans ma photo cible. Je peux, en appuyant plusieurs fois, paramétrer mon affichage verticalement ou horizontalement. Le dernier mode d'affichage m'affiche ma photo d'origine telle qu'elle est sur mon disque départ, avant, et une deuxième version de cette même photo qui va varier en fonction des réglages que je vais apporter, et donc je garde en quelque sorte une référence visuelle par rapport à cette première image. Ça peut être un peu plus utile à mon avis que le premier. Moi je ne l'utilise pas tout simplement parce que j'aime bien avoir mon grand écran et que l'image de départ ne m'intéresse que très peu la plupart du temps. Ce que je veux, c'est arriver à ce que j'ai en tête. Donc j'ai plutôt utilisé cette visualisation-là. Enfin, le volet droit va me donner accès à mon histogramme, mais qui cette fois-ci sera un histogramme interactif. C'est-à-dire que je peux aller chercher un certain nombre d'informations. Vous voyez, quand je passe mon curseur sur les différentes parties de l'histogramme, je vois à quel type de pixels correspondent les zones. Alors, en gros, ce sont les zones de lumière, hein, de plus en plus foncées à gauche, de plus en plus éclairées à droite, lumineuses à droite. Et je peux aussi aller chercher, en cliquant ici ou en passant au-dessus
du petit triangle qui est en haut à droite ici, vous voyez apparaître des zones rouges sur ma photo. Ces zones rouges correspondent à des endroits où la photo est écrêtée, c'est-à-dire où il n'y a plus d'informations. Je pourrais faire la même chose à droite, mais je m'aperçois qu'à droite, je n'ai pas d'informations écrêtées dans les sombres. Sinon, j'aurais eu, à la place des zones rouges, j'aurais eu des zones bleues qui seraient apparues dans mes parties bleues. Je peux peut-être le faire d'ailleurs en descendant mes ombres ou en sous-exposant. Je vais voir apparaître, vous voyez, des zones bleues. Ici, il n'y a plus du tout de détails dans les noirs. Je réinitialise. Et donc vous voyez déjà, on a un côté dynamique. Je peux aussi, à la main, saisir avec ma souris le bout ici de mon histogramme et le ramener vers le centre ou à gauche, faire la même chose. C'est-à-dire que j'ai déjà une possibilité d'agir sur mon histogramme en allant à droite à gauche de façon à l'élargir, à prendre le maximum de possibilités de teintes que j'ai sur cet histogramme. Je réinitialise. Cette deuxième partie ici avec des icônes correspondent à des fonctions que je commenterai par la suite, enfin que j'utiliserai par la suite, mais je vais les commenter rapidement. Ici, c'est une fonction de recadrage et de redimensionnement éventuel. Ici, c'est une fonction pour supprimer les défauts, supprimer les yeux rouges, créer un filtre gradué, créer un filtre, ce qu'on appelle un filtre radial, c'est simplement un filtre, une zone de l'écran, vous voyez que je définis avec ma souris, à l'intérieur ou à l'extérieur de laquelle vont apparaître les modifications que je veux faire apparaître. Vous voyez ici l'exposition, mais on y reviendra tout à l'heure, donc je vais la supprimer, on y reviendra tout à l'heure. Et puis ici, on a un pinceau de retouche pour des retouches locales, c'est-à-dire aller simplement définir une petite zone et travailler uniquement sur cette zone. Ça, je ne m'en sers pas pour le moment parce que je commence toujours par développer de façon globale ma photo. Alors, pour développer de façon globale, on va avoir accès à ce premier sous-menu déroulant où on a non plus des flèches à vitesse préréglée comme on avait tout à l'heure dans le module bibliothèque, mais on a des curseurs qui me permettent de modifier directement ma photo. Pardon. Donc que je retrouve ici. Ces curseurs me permettent de fixer tous les paramètres qui vont être ceux qui manquent dans le fichier RAW. Je vous rappelle que ce qu'on va chercher ici, c'est simplement à développer notre photo, c'est-à-dire à fixer ces paramètres et éventuellement à rajouter une petite touche plus personnelle sur ma photo. Mais je n'irai pas travailler sur des modifications importantes ici, on pourrait le faire mais ce n'est pas le but de cette formation, ni sur des idées de montage, de copier-coller de morceaux de photos sur un autre, etc., qui seraient de toute façon de l'ordre de Photoshop. Donc on va s'occuper de donner une vision soit réaliste à notre photo, si c'est ce qu'on cherche, soit qui correspond à notre vécu, à ce qu'on a envie de faire passer, à l'émotion qu'on a eue au moment où on prenait cette photo. Donc les paramètres sont l'exposition, le contraste, le réglage des hautes lumières, des ombres, des blancs et des noirs, on y reviendra en détail, la texture, la clarté, la correction du voile, la vibrance et la saturation. Ça fait quand même pas mal de palettes de travail, sachant que selon les versions évidemment de Lightroom que vous utilisez, c'est une version plus ancienne, vous n'aurez pas forcément tous ces réglages, en particulier, par exemple, la correction du voile n'est intervenue que récemment, ainsi que la texture. Enfin, on a toujours une palette très intéressante et on en reparlera au fur et à mesure. Le deuxième menu représente la courbe des tonalités. En gros, c'est là où on va affiner le contraste par zone, vous voyez, de lumière.
Ici, c'est un menu où on va pouvoir travailler les tonalités elles-mêmes sous différentes formes, la teinte, la saturation de chacune des teintes, la luminance, l'éclairage si vous voulez, ou bien l'ensemble avec un menu qui s'affiche à ce moment-là à la suite les uns des autres. Personnellement, ce n'est pas ce que j'utilise dans l'ordre ici qui est proposé, j'y reviens souvent par la suite. Alors je dis ça parce que, à part peut-être ce sous-menu et le suivant qui est nouveau, qui n'existait pas dans le précédent en tant que tel en tout cas, on peut utiliser comme guide l'ordre dans lequel vous sont proposés ces différents menus. C'est-à-dire qu'on commence généralement par les réglages de base, la tonalité, ensuite je passe au détail, je reviendrai après. Color grading, c'est une question de changement de tonalité au sein de la photo. Le détail, c'est important, c'est pour ça que je suis mon ordre, parce que c'est ce qui va me permettre de fixer le niveau de netteté de mon image en particulier, et éventuellement de réduire le bruit qui peut exister dans mon image. Les corrections de l'objectif vous proposent de supprimer l'aberration chromatique. Ce sont des défauts qui apparaissent quand on a des lignes généralement assez marquées, avec un contraste assez marqué. Donc on aura une espèce de teinte violette qui apparaîtra. Ça va nous permettre de le supprimer automatiquement. Et on va pouvoir activer le profil de correction. Ça, c'est le profil qui correspond à chacun des objectifs que vous aurez utilisés. On y reviendra aussi par la suite. Chaque objectif, vous savez, présente un certain nombre de défauts, et ces défauts, on peut les corriger dans une large mesure. Transformation, c'est une extension du menu précédent qui était dans des versions antérieures liées à la correction. On va un petit peu plus loin dans la correction physique, par exemple avec des grands angles ou des très grands angles. On va pouvoir récupérer un petit peu plus loin les déformations de l'image. Le menu Effets va nous permettre en particulier de jouer sur le vignettage de l'image ou sur son grain. Et enfin le menu Étalonnage. Personnellement je ne l'utilise pas, mais il nous présente un certain nombre de possibilités d'adaptation des teintes. Je ne le commenterai pas beaucoup parce que j'avoue que je ne le connais pas, parce que je ne l'utilise pas. Voilà donc la présentation de l'interface avec ici une réinitialisation. Bien, maintenant que l'on a vu un peu comment l'interface du module développement est organisée, on va pouvoir travailler directement sur une des photos de façon à voir comment on peut s'y prendre pour développer une photo. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas ici de faire des modifications majeures de la photo, il s'agit simplement de fixer les paramètres dont on a besoin dans le fichier RAW et éventuellement d'améliorer un petit peu la photo de façon à en avoir le rendu qui nous plaît, que l'on a envie de donner. Donc pour aller dans les réglages de développement, on va aller dans le panneau ici à droite. On a déjà parlé de l'histogramme où on a pu repérer les zones d'écrêtage dans les blancs ici. On a vu que dans le noir on n'avait pas de zone. La question était de savoir si on pouvait récupérer des blancs ici, parce que toute cette partie droite est un peu cramée quand même, est un peu surexposée, et à l'inverse le bassin ici et la partie gauche restent également un petit peu surexposés, alors qu'à l'origine, et c'est ça qui rendait difficile la prise de vue, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo là, à l'origine on avait un contraste très violent entre cette partie qui était relativement dans l'ombre, cette partie qui était totalement dans l'ombre, et cette partie qui était très exposée au soleil, qui reflétait un soleil assez fort. Donc c'est une photo intéressante pour voir comment la développer, parce que précisément, moi, la première fois que j'avais vu ça avant de maîtriser Lightroom, je m'étais dit cette photo-là, elle va à la poubelle. Ici c'est moche, c'est cramé, on voit pas de détails, je sais pas trop quoi en faire.
Et c'est quand j'ai voulu la tester dans Lightroom pour voir un peu ce que donnait ce logiciel que je me suis aperçu qu'on pouvait en faire quelque chose de pas si mal que ça. Et donc on va voir comment y arriver. Donc l'histogramme m'indique, je répète, que je n'ai pas de cramé dans les foncés et dans les hautes lumières, il va falloir voir ce que je peux en tirer. Donc pour voir ce que je pouvais en tirer, j'ai vu qu'en saisissant le bord ici gauche, les hautes lumières de l'histogramme, que je pouvais le déplacer, en tout cas dans une certaine limite, et réduire les zones. J'ai moins de zones de rouge maintenant que ce que j'avais au début. Je vais donc partir dans un premier temps dans les réglages de base, on commence toujours par là, et on va suivre à peu près l'ordre de travail. Alors il y a une première chose quand même qu'il faut remarquer, c'est que je pourrais aller chercher des fonctions automatiques, je vous en montrerai tout à l'heure, mais ces fonctions automatiques n'agissent pas sur tous les réglages, et en plus, personnellement, j'aime pas trop les automatismes, parce que oui, ça fait gagner du temps, mais bon, moi j'aime bien travailler de toute façon le labo ou l'écran, donc ça me gêne pas de trop, et surtout ça ne joue pas sur tous les paramètres, et donc généralement, même après les automatismes, il faut retoucher. En tout cas, vous voyez que notre écran ici est divisé en plusieurs éléments. Donc je ne vais pas parler ici du profil qui est un profil, vous voyez, que l'on retrouve, où on peut retrouver les différents profils, pardon, que l'on trouve déjà dans les menus de l'appareil photo, les menus de pré-réglage. Moi je laisse toujours le réglage que j'ai dans mon appareil à la base, parce que, et on le verra tout à l'heure aussi pour d'autres fonctions, j'ai déjà des bons réglages de base, les boîtiers agissent bien, donc je ne vais pas aller m'amuser à chambouler tout ça. Cela dit en passant, si je veux aller voir ce que donnent ces différents profils de couleurs, je peux aller ici, et puis je vais aller chercher un certain nombre de... Vous voyez, je peux visualiser, en tout cas dans la dernière version de Lightroom, ce qui n'est pas le cas de précédent, je peux visualiser les différents profils que je pourrais, hop, vous voyez, comme ça. Je peux aller chercher des profils et voilà, et les pré-régler. Vous voyez que finalement, ce n'est pas des choses qui me donnent tellement d'intérêt. Donc je vais réinitialiser ma photo. Vous voyez qu'on a retrouvé nos zones de cramage, donc je reprends un peu, voilà, sur la droite, je vais réduire l'écrêtage des blancs, et je vais travailler directement dans l'ordre ici de mes réglages. Voilà en tout cas moi ce que je fais, tout le monde ne s'y prend pas forcément comme ça, mais on a intérêt. Alors surtout on a intérêt à commencer par le premier de ces réglages qui est la balance des blancs. Pourquoi? Parce que la balance des blancs c'est quelque chose qui est assez délicat à corriger. Quand on a des petites variations, c'est assez facile. Quand on a des variations significatives, c'est difficile parce qu'il faut jouer sur deux curseurs. Et ces deux curseurs sont pas évidents à manier, il n'y a pas de règles. Des fois, on va un peu à l'intuition ou au nez. Donc, il y a plusieurs solutions pour aller régler cette balance des blancs. D'abord, on va voir ici que dans ce menu déroulant, on peut trouver un certain nombre de possibilités. Ces possibilités sont en grande partie les possibilités de pré-réglage de la balance des blancs que vous trouvez dans votre appareil. C'est-à-dire qu'on peut le pré-régler pour la lumière naturelle, pour un temps nuageux, qui va être donc plutôt dans les gris, et il va falloir le réchauffer un petit peu. L'ombre, c'est encore un peu plus. Tous ces éclairages différents qui seront corrigés de façon automatique. Cela dit, quand on a des éclairages mixtes, c'est pas évident. L'éclairage, moi je le laisse tel qu'il est dans l'appareil photo, encore une fois, parce que les boîtiers dont je dispose, donc que j'ai eu, en tout cas, le D500, le 750 et le 850, ces boîtiers-là me donnent des bons réglages de base de la balance des blancs, et donc je n'éprouve pas le besoin d'aller travailler beaucoup derrière. Si par contre je m'aperçois qu'il y a des variations dans la couleur, la possibilité c'est soit, alors voilà, on a ces deux curseurs, température et teinte. Soit dans la température, je peux aller refroidir, donc là je vais volontairement aller à l'extrême, en allant vers la gauche, je refroidis mon image,
en allant vers la droite, je la réchauffe. Donc je peux déjà corriger un petit peu ici. Vous voyez, mes curseurs travaillent toujours de la même façon. Je vais déjà vous donner un petit truc sur l'utilisation de ces curseurs. Donc on les utilise de façon manuelle, mais si je double-clique sur le curseur lui-même, il revient à sa position initiale automatiquement. Vous voyez, je le mets exprès à l'inverse, je double-clique et il revient à sa position. Ça me permet de garder une sécurité dans les opérations que je vais faire, parce que les pré-réglages, si je ne sais plus trop, si je n'ai pas noté la base de départ, ben je peux toujours y revenir. Les teintes vont me permettre de corriger d'autres couleurs. Vous voyez qu'ici, les températures vont jouer entre les bleus et les jaunes. Si j'ai besoin de jouer entre les verts et les rouges, les cyans, les magentas, pardon, vous voyez, je vais pouvoir jouer sur le deuxième curseur. La difficulté, c'est que des fois, il faut arriver à jouer sur les deux curseurs, et c'est loin d'être évident. Donc, ce que je vais faire, donc, double-clic sur le curseur ou double-clic sur la teinte. Ça me ramène à mon réglage de départ. Je vais aller chercher ici ma pipette. Et si je balade ma pipette sur l'écran, vous voyez que j'ai un carré qui est un zoom extrêmement puissant qui m'amène au niveau du pixel. Et je vais aller chercher une couleur qui me permet de régler ma balance des blancs de façon fine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la balance des blancs, on ne va pas chercher un blanc. On va chercher ce qui s'appelle un gris neutre, qui est un gris léger. De mémoire, je crois que c'est 16%, mais il faudrait vérifier. Je ne l'ai pas fait avant de travailler. Vous voyez, ici, c'est plus du blanc que du gris. Là, c'est du bleu, là, c'est du vert. Donc j'ai un petit point dans ces points-là où je vais arriver, vous voyez, à du gris. Et là où se trouve ma croix au centre de mon carré, repère le pixel qui est intéressant à prendre. Si je prends par exemple ce pixel-là, qui n'est pas très loin d'un gris neutre, je clique et ma balance des blancs se règle. Vous avez vu, ici, mon gris neutre, il était pas mal trouvé parce que j'ai eu très peu de variations. Si je vais dans l'historique, que je retrouve ici ma température, je remonte avant, voilà, j'étais là. Si je reviens à ma balance des blancs que j'ai modifié, je m'aperçois qu'il y a très peu de différence. J'ai en fin de compte refroidi un petit peu, mais très légèrement. Ça veut dire que ma balance des blancs ici, de base, n'était pas mal du tout. Si par contre j'avais pris ma pipette et j'étais venu la mettre sur un blanc qui est déjà beaucoup plus chaud que le gris qu'on a choisi, automatiquement il va considérer que ça c'est du gris neutre et il va aller donc me refroidir l'ensemble de l'image pour correspondre à ce qu'il a pris pour du gris neutre, mais qui en fin de compte était un blanc chaud. A l'inverse, si je vais choisir une zone où il y a du bleu ici, eh bien il va me corriger à l'inverse et il va me réchauffer mon image de façon un petit peu intempestive. Donc je recommence, je réinitialise mon image cette fois-ci et on va se mettre à travailler. J'ai vu que ma température ne choque pas. On a des bleus qui ne sont pas trop froids et des verts qui ne sont pas trop froids et des blancs soleil, on va dire, qui ne sont pas trop chauds non plus. Donc on va le laisser comme ça. Par contre, je m'aperçois que j'ai une zone surexposée, donc je vais donc essayer maintenant, je vais prendre mes curseurs dans l'ordre et je vais essayer de baisser mon exposition. Vous voyez que si je viens baisser mon exposition jusqu'à ne plus avoir de zone surexposée, de zone cramée, je me retrouve quand même avec maintenant, si je clique ici, des zones perdues dans les noirs. Donc je suis totalement sous-exposé, donc c'est pas ça que je voulais faire non plus. Je double-clique sur soit le curseur, soit le mot exposition. Mon curseur revient au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher doucement un petit peu de correction, pas trop, tout simplement parce que je vais continuer ensuite un certain nombre de réglages. Le contraste, je n'y touche quasiment jamais, éventuellement dans les noirs et blancs, mais ça viendra plus tard. Je n'y touche pas parce que le contraste, c'est un réglage quand même assez violent dans la mesure où il travaille sur des zones assez larges de l'image.
Et on a un réglage qu'on verra après qui est celui de la clarté, qui nous permet de jouer sur des zones beaucoup plus réduites, sur des micro-contrastes. Donc je laisse le contraste de côté. Les hautes lumières, je vais venir tester ce qu'elles me donnent, voir si j'ai des détails en baissant totalement mes hautes lumières. Et là, je vois que je fais disparaître toutes mes zones de surexposition. Je vois bien que ici, mon histogramme vient mourir en bas de la plage dynamique et donc j'arrive bien à quelque chose de pas trop mal. Je ne suis pas tout à fait au bord, j'ai encore une petite zone ici, mais on verra ce que ça donne. Donc pour le moment, je laisse à 0. Si je m'apercevais plus tard que j'ai trop de lumière, enfin j'ai perdu trop de lumière, pardon, je pourrais toujours revenir un petit peu et régler. Donc une fois réglé ces hautes lumières sur leur position minimale, ben, je vais faire l'inverse, je vais aller monter mes basses lumières, mes ombres, de façon à essayer de les déboucher et de voir un peu ce qui se passe. Donc je vois que je récupère ici pas mal de détails, et en même temps je vois que je perds un petit peu quand même de pêche dans mes tons intermédiaires, foncés mais pas de trop. Donc ça, c'est pas grave pour le moment. Ce qui est important, c'est que je récupère mes détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Je vois que mon histogramme ici s'est réparti un petit peu plus sur la plage dynamique, mais je n'ai pas fini. Je vais maintenant fixer ce qu'on appelle les points blancs et les points noirs. Points blancs et points noirs, c'est ce qui va régler réellement la dynamique de mon image telle que je la veux au final. Le point blanc, c'est le point à partir duquel, si on va au-delà de ce point, en tout cas, on n'aura plus de détails, on perdra totalement des données. Le point noir, c'est l'inverse, c'est le point au-delà duquel on va perdre les détails dans les ombres. Donc on va suivre ici le point blanc, il y a deux façons de régler. Soit je fais de façon automatique et je vais placer mon curseur sur blanc, je vais appuyer sur ma touche majuscule, je garde la touche majuscule appuyée et je double-clique sur blanc. Vous voyez que mon curseur est un petit peu descendu. Il m'a fixé mon point blanc un petit peu plus à l'intérieur. On va vérifier si c'est ce qu'on veut faire. On a dit que ce que l'on veut faire, c'est trouver le point au-delà duquel on va perdre des détails. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre mon curseur, mais je vais appuyer sur la touche Alt. Et quand j'appuie à la fois sur Alt puis le curseur, je vois mon écran qui passe en noir. Je vais remonter mon point blanc doucement et vous voyez que là j'ai des zones blanches qui apparaissent. Ce qui apparaît en fin de compte ici, c'est les zones où je commence à perdre des données dans les hautes lumières. Donc je vais venir situer mon curseur juste à la limite de mes hautes lumières. Alors si j'en ai un petit peu, c'est pas grave, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est, vous voyez, si je rappuie Alt et curseur, c'est que je vais chercher la limite haute. Et vous voyez que je ne me trouve pas exactement. Tout à l'heure, en auto, mon point blanc avait descendu, alors qu'il n'y a pas particulièrement de raison pour le descendre, en tout cas pas de raison que j'ai trouvée. Je préfère personnellement le faire à la main, pour cette raison-là. C'est que je vais moi-même chercher mon point blanc, je vais moi-même déterminer quelle est la limite de ce qu'on veut obtenir au niveau du réglage du blanc. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'il faut toujours revenir ensuite comparer à quel endroit se trouvent ces hautes lumières qu'on va écréter. Alt, blanc, je remonte un petit peu, je m'aperçois que c'est ici, vous voyez, je retrouve les points rouges ici, c'est ici que les points blancs se trouvent et au-delà duquel je perds des données. C'est important de le voir parce que ici je peux redescendre, je peux me permettre de redescendre un petit peu pour garder toutes mes données dans les murs. Mais si le point blanc, enfin les points qui sont écrétés, pardon, étaient des reflets, par exemple lenticulaires, des reflets de soleil sur un métal ou sur une vitre, ce serait moins grave parce que de toute façon ces reflets-là on ne les obtiendra pas à zéro, quasiment pas.
et puis ils font partie de l'image. Ou alors c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir, et votre image, eh bien, si elle vous gêne vraiment, si les reflets sont trop forts et qu'ils vous gênent vraiment, ça veut dire que l'image, vous ne pourrez pas en tirer grand-chose, sauf éventuellement, dans certains cas réduits, à la retravailler sous Photoshop. Mais là, ce n'est plus notre propos d'aujourd'hui. Donc je vois que ces zones-là, je rappelle que le rouge apparaît parce que j'ai cliqué ici sur mon triangle. Vous voyez, si je clique, il y est, si je déclique, ils disparaissent. Donc je le garde volontairement appuyé. Je vais revenir à Alt, point blanc, et je vais redescendre maintenant mon curseur, hop, juste à la limite, de façon à avoir toutes mes hautes lumières, mais sans perdre de données ici. Je vais faire maintenant l'inverse sur le point noir. Alors je vais passer directement à ce que je fais d'habitude. Alt, point noir. Là, mon écran devient blanc au lieu d'être noir, tout à l'heure, parce qu'on va avoir l'inverse. On va avoir, hop, vous voyez, les zones noires qui apparaissent. Alors ces zones noires, c'est encore une fois les zones où on va perdre des données. Mais vous voyez qu'avant d'arriver noires, elles sont un petit peu d'une couleur un peu différente. Là, c'est du vert qui apparaît. Ce qui est important de voir, c'est que on va pouvoir descendre un petit peu. Si je relâche mon curseur, je vois que les zones où je perds des données sont des zones finalement qui n'ont aucune importance pour ma photo. Je n'ai pas besoin de détails dans ces zones-là. Par contre, je vois que j'ai récupéré de la dynamique, de la force un petit peu dans mes verts et dans mes verts clairs bleus ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant l'écrêtage dans les blancs peut être gênant, et donc il faut être à la limite, autant l'écrêtage dans les noirs peut ne pas être gênant parce qu'on va redonner de la pêche à la photo en jouant un petit peu. Alors il ne s'agit pas d'en avoir de trop, vous voyez, si je vais trop loin, là, je regarde sur ma photo, là on voit bien qu'il y a une sous-exposition, c'est pas très agréable, et en même temps une sursaturation qui vient de la sous-exposition. Donc je le remonte. Si je vais juste à la limite, je m'aperçois que c'est un petit peu fadouille là. Donc je descends personnellement toujours un petit peu pour chercher l'endroit où j'ai un peu plus de pêche, mais où finalement la perte des données, je rajoute ici, vous voyez mon triangle, la perte de données qu'on voit apparaître ne me gêne pas parce qu'elle se trouve dans des endroits totalement peu importants. Donc voilà mes pré-réglages. Je peux même aller lui redonner un petit peu poil de pêche ici. Voilà, j'aime bien la pêche que j'ai ici, donc je vais le garder comme ça. Si je devais retoucher à ma balance des blancs ici, je serais ennuyé parce que tous les réglages que je viens de faire seraient modifiés, et c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par la balance des blancs. Ça, c'est les pré-réglages au niveau de la tonalité. Je vais aller chercher maintenant ici la dernière zone de mes réglages de base, qui sont les présences. Mais avant de faire ça, je vais vous remontrer, je vais réinitialiser ma photo, et je vais vous remontrer un petit bouton dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est dans tonalité, le bouton auto. Si je clique sur auto, on s'aperçoit qu'il va me chercher automatiquement un pré-réglage de toutes ces valeurs de tonalité. Mais il ne touche pas aux valeurs de présence, il touche uniquement un petit peu ici aux valeurs de vibrance, on va y revenir tout à l'heure, et il ne touche pas à la saturation. Il a touché un petit peu au contraste, il a touché un petit peu à l'exposition. On va aller vérifier ce qu'il a fait, en particulier, moi je vais rebaisser, on va voir tout ce qu'on avait tout à l'heure. J'ai rebaissé, j'avais mes blancs, vous voyez, il a été cherché un peu plus loin, moi je vais le redescendre un petit poil à la limite comme on avait fait, et mes noirs, je vais les rebaisser un peu plus, voilà, pour redonner de la pêche. Donc, moi je préfère un peu de pêche, mais si vous préférez la norme auto, eh bien finalement vous faites comme vous voulez. L'avantage c'est que ça va plus vite, ici c'est plus individualisé, plus en fonction de ce que vous voulez arriver à avoir. Maintenant je vais travailler sur les réglages de présence. Alors la présence c'est quoi?
La présence, c'est un petit peu la pêche qu'on va donner à la photo. Un petit peu plus de précision dans la photo. Surtout de la précision. Alors on a 3 réglages ici, ce qu'ils appellent la texture, la clarté et la correction du voile. Dans les versions antérieures de Lightroom, en particulier celles uniquement sous licence et pas sous location, on n'a pas la correction du voile ni la texture. Ce sont des réglages qui ont été ajoutés depuis. Pourtant, ce sont des réglages qui sont pas mal. La texture, alors là on va agrandir un peu. Vous voyez, quand je me place mon curseur sur la photo, j'ai une loupe avec un plus qui apparaît. Si je clique à l'endroit sur lequel je veux zoomer, je vais voir apparaître ma photo. Et avec la main qui apparaît quand je suis en position zoom, en cliquant la main, je peux déplacer ma photo. Je rappelle que je pourrais faire la même chose en dépliant mon panneau navigation et en bougeant ma navigation. J'ai laissé volontairement ici mon panneau tout à l'heure ouvert pour vous montrer en particulier l'historique, mais on y reviendra tout à l'heure. Traditionnellement, moi je travaille plutôt comme ça, je vous ai dit. Mais pour les besoins de la démonstration, on va rester comme ceci. Donc, je me remets sur une partie avec pas mal de détails, mais je vais mettre un petit peu mélanger détails et aplat. Quand je vais chercher la texture, je vais volontairement faire des réglages très forts. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les réglages très forts ne sont jamais bons. On va dénaturer la photo, on va donner un aspect un petit peu artificiel. Alors, sauf à vouloir absolument faire ce rendu-là, mais si on veut avoir un rendu à peu près naturel, on va y aller doucement. Mais pour que vous voyez ce que ça fait, moi je vais aller volontairement. Alors, je vais augmenter les valeurs de texture et je vais les baisser. Baisser au maximum, monter au maximum. Vous voyez que on joue toujours ici dans le micro. Donc ça c'est au niveau de la netteté et de la zone sur laquelle s'appuie la netteté. Plus la zone est précise, plus on monte en effet, plus la zone est large, plus on baisse les effets. Donc généralement je monte un petit peu la texture, mais vous voyez dans le premier tiers, le premier quart. Je fais attention à ça pour ne pas dénaturer. La clarté, c'est un petit peu pareil, mais on joue sur les micro-contrastes ici. Donc, si je vais à fond, vous voyez, là, j'ai des contrastes, et je vois bien que les blancs deviennent beaucoup plus blancs, les noirs beaucoup plus noirs. Et les différences entre les zones noires, enfin foncées et claires, sont exacerbées. Mais, contrairement au contraste, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas utilisé, si je joue maintenant sur les contrastes, vous voyez que les valeurs sont beaucoup plus fortes. Tout simplement parce que le contraste agit sur des zones assez larges de l'image, alors que la clarté agit sur des zones beaucoup plus fines. On est là en train de régler uniquement les pixels qui sont proches des zones de contraste, c'est-à-dire des zones de différence marquées entre lumière et ombre. Donc la clarté, on peut jouer un petit peu dessus, ça donne de la présence, mais encore une fois, si vous allez trop loin dans un sens ou dans l'autre, vous voyez que les rendus sont assez bizarres. Quand on est sur un paysage, je vais lui donner un petit peu de clarté, mais de l'ordre de 5-6 points. Quand on est sur un visage, je vais plutôt baisser un petit peu la clarté, de l'ordre de, pareil, 5-10 points maximum. Pourquoi sur un visage? Parce que je vais lisser un tout petit peu la peau, elle va rester naturelle, mais elle va perdre un petit peu ses défauts qu'on peut avoir sur une peau qui n'a pas été maquillée spécialement pour un portrait, par exemple. Donc je monte un petit peu la clarté. Il faut savoir aussi que si vous la montez de trop, et que vous dites « Oh, ça me fait un effet que j'aime bien, c'est original », vous pouvez avoir un problème qui va arriver lors du tirage sur papier, où on va avoir un effet moiré qui va apparaître. Creapolis le signale assez souvent, et c'est vrai qu'on peut avoir le problème quand on utilise trop loin la clarté. Personnellement, j'en utilise très très peu au départ, sinon pas du tout simplement parce que c'est un réglage que j'irai chercher après mes réglages globaux, après mon premier développement,
dans la collection NIC, où il y a un réglage qui est beaucoup plus fin, qui me donne des réglages plus agréables à l'œil et qui ne pose pas ce problème de moirie dans la photo. Troisième réglage, je reviens à ma photo globale ici parce que c'est un réglage qui n'est pas sur les micro-réglages, c'est le réglage du correction du voile qui va me permettre, vous allez voir directement ce que ça vous donne. Si je monte la correction du voile, on va voir apparaître des détails ou des contrastes et des saturations de plus en plus fortes. Donc c'est un réglage un petit peu complémentaire, je dirais, au précédent. Moi qui aime bien des photos assez saturées et détaillées, généralement, je mets un petit peu de correction du voile suivant ce que je veux avoir. Surtout si j'ai des ciels avec des nuages, beaucoup de détails, là la correction du voile, je vais la travailler un peu plus fortement. Arrivent ensuite les deux réglages qui vont ensemble, tout simplement parce que tout comme contraste et clarté, on agissait sur des larges zones pour le contraste, sur des micro-zones pour la clarté, on va avoir la même chose au niveau de la saturation. La saturation me fait jouer sur des réglages de tonalité assez forts. Vous voyez là, très vite on va avoir des choses qui ne sont pas naturelles. Double clic, je reviens. La vibrance, elle, va me permettre d'aller, vous voyez si je la monte, on voit que l'effet, au final quand je vais très loin, l'effet est similaire, mais ma zone de réglage est beaucoup plus fine. Donc je peux aller chercher ici des réglages qui m'intéressent pour donner un petit peu de saturation, mais sans exagérer. Voilà, une fois que j'ai procédé à tous ces réglages-là, j'ai une première vision de ma photo qui me semble ou pas acceptable. Donc il faut choisir là où vous voulez en arriver et qui va vous permettre ensuite d'envisager d'autres réglages dans les menus qui vont suivre.